exemplaire, emblématique, référentiel. Ainsi est présentée la résolution pacifique de l'affaire Bakassi. Le différend frontalier qui a opposé, comme vous le savez, le Cameroun et le Nigeria devant la Cour internationale de justice de la Haye pendant 9 bonnes années, de 1993 à 2002. Déterminé et résolu, hardi, courageux, méthodique, ainsi est apparu le président de la République, Paul Biya, qui, comme vous le savez aussi, avait décidé de son plein gré de saisir les instances internationales pour réclamer son bon droit sur cette portion de son territoire national. La suite de l'histoire est connue de tous, la paix règne entre les grands voisins, la détermination définitive de la frontière commune est en bonne voie, elle est rendue à ce jour à sa phase finale. Paul Biya, grand défenseur de l'intégrité territoriale, c'est connu de tous et ça va se savoir davantage tout au long de ce débat sur la thématique ainsi dévoilée. Bienvenue sur l'antenne PRC-TV, bienvenue mesdames, messieurs à ce nouveau numéro de la série spéciale 20 mai 2024. Ce sera avec le concours de nos invités ici présents. Thank you very much, Jean Atangana. Like Jean Atangana was saying, we are today talking about territorial integrity. We'll be looking at its definition. We'll be looking at how President Paul Biya has fared all these years over this aspect. And we'll bring you more issues, border issues that President Paul Biya has solved, the mixed commissions, where a lot of other solutions have come from. But we have to, first of all, introduce our guests. They come from varied backgrounds, from a constitutional law expert, to a diplomat, to a regional counselor, and to a journalist. So I'll begin with you, sir. You are a public law professor, Marcelin Ngele Abada. You are from the University of Yaoundé 2 at SOA, where you are in charge of the judicial and political sciences. Is that right? C'est exact. Merci. Are you looking forward to celebrating this National Day coming up in something like a week? Je pense que c'est une belle occasion que nous allons célébrer dans quelques jours. Et c'est l'occasion pour nous de célébrer effectivement celui qui est le grand artisan de notre unité, tel que cela s'est décliné ici dans les débats. Je crois que tout le monde attend cet événement avec beaucoup de joie. Okay. We also have Mr. Paul Bati Bonak. He's a retired diplomat. He used to be the Director of African Affairs in the Ministry of External Relations. Exactly. And at one time, you used to be in charge of the Trade and Development section of the Cameroon Permanent Mission in Geneva, Switzerland. Correct. Okay. Looking forward to it? Of course, when you consider the situation today, where we came from and where we are heading to, I think definitely everybody should be ready to celebrate the event. Yeah, we should make the point that you are not from Batibo. Is that right? No, from my heart, I'm from Batibo, but I'm from Dikinimeki. All right, because that name is Batibo Nak. All right, okay, thank you very much indeed. Now, we also have Mr. Stephen Ojambeng. He's the regional councillor from the Northwest region. Welcome to the program. Thank you so much, and thank you for inviting me. Yes, I do say that you are a conflict expert as well and a civil engineer. That's right. But more interesting, you are a section president of Momo 4, and at one time, you were kidnapped. Oh, yes. Can you tell us a bit about that? For how long were you in their custody? Yeah, I was kidnapped on the 21st of May, 2023, after celebrating 20th May in my own subdivision. I spent 2 months, 2 weeks, 4 days under captivity. It was actually hell, but as God would have it, I had some good young people who could listen. And I think that we really need to do a lot to talk. Because if I survived those 2 months there,
is because as a conflict expert, I took some time to dialogue with them, explain certain things which have been done by the state, which they are not even aware of, making them to understand that the claims of the lawyers and teachers had been answered, and even more have been beefed up. And so a lot of them begin to understand that there was no need fighting. But then, to get out of the dungeons themselves wasn't easy because the disarmament center is based at the regional level. And so it is either you're going to meet some of the ex-fighters or some of the fighters still around the other divisions if you have to rush to the DR, or you may meet the military. And so what I realized is that if they could also decentralize DDR at the level of the division, it's going to give us a lot of opportunity for some of them who already know the truth, so that they can easily make their way out from those bushes and get to the DDR center. But I think it wasn't easy, but God saved me. Yeah, thank you very much indeed for that testimony. Now, we also have Camille Nele, a well-known journalist, and he's also a specialist in criminal affairs. Is that right? Oui, c'est vrai. Et c'est pour cela que je remercie PRC TV d'avoir pensé à m'inviter sur ce prestigieux plateau qui non seulement parle d'intégrité, de la défense de l'intégrité nationale, de la passion qu'éprouve le président Paul Biya pour l'intégrité nationale, mais surtout pour mettre en relief ce qu'on considère comme une crise, mais qui est en réalité une succession d'activités et d'actions criminelles. Parce que nous avons affaire à des gens qui tuent, qui détruisent, qui kidnappent sans aucune idéologie et qui veulent être présentés comme des combattants d'un système nouveau qu'ils veulent mettre, alors qu'en réalité, ils ne se servent que de leurs armes pour tuer d'autres Camerounais, pour tuer ces populations qu'ils veulent présenter comme les populations du pays qu'eux, ils veulent construire. C'est pour ça que je ne me lasserai jamais de dire que nous avons ce problème aujourd'hui, et même cette vision. Il faut absolument que les gens changent de prisme quand ils regardent ce que certains continuent d'appeler la crise anglophone. C'est une succession d'insurrections, maintenant, qui sont perpétrées par des gens qui n'ont plus de connexion, mais qui sont comme des électrons libres à travers des régions du sud-ouest et du nord-ouest. A little bit earlier on, before you took your seat, somebody was saying he's a traditional ruler. I said, why? I said, the way you are dressed. Are you a traditional ruler? Non, je ne suis pas un chef traditionnel. Je suis un notable de mon village, à Douala, tout simplement. Mais j'aime le plus souvent m'habiller comme la tradition Sawa le veut. Thank you very much indeed, Jean. Voilà, je crois que la coupe est pleine. Un homme politique de terrain, un journaliste expérimenté, un diplomate hors pair et un constitutionnaliste qui a fait ses preuves. C'est suffisant pour faire le tour de la question qui nous préoccupe aujourd'hui, la préservation de l'intégrité territoriale sous Paul Biya, président de la République. Menace et atteinte à l'intégrité territoriale, opportunité et justesse de la République présidentielle, telles sont, mesdames et messieurs, les principales articulations de ce débat. Pour faire allégeance à la scolastique, peut-être devrions-nous commencer par interroger les concepts, notamment le concept de l'intégrité territoriale. Première tentative d'exploration conceptuelle, c'est dans cette analyse que nous propose Manfred Likine. As the natural underwriter of territorial integrity in Cameroon, President Paul Biya has, from the inception of his rule in 1982, been in the forefront of protecting Cameroon's territorial integrity. The idea gives Cameroon president the unalienable right guaranteed by international law to defend its boundaries against intruder states. Article 2 of the UN Charter prohibits nation-states from promoting secessionist movement or forceful border changes, deeming Nigeria's forcibly border change in Bakassi an act of aggression. The backing of this principle, Cameroon in 1994
sued Nigeria to the International Court of Justice, ICJ, for its attempt to annex Bakassi. 8 years later, the ICJ ruled in Cameroon's favor. Kofi Annan, UN Secretary-General, congratulated President Olusegun Obasanjo and President Paul Biya for the landmark agreement that prevented war between both nations. On August 14, 2008, a ceremony in Calabar, Nigeria, marked the transfer of the peninsula from Nigeria to Cameroon. President Paul Biya had triumphed. Cameroon's territorial integrity had been restored. Boko Haram insurgents threatened Cameroon's territorial integrity by attacking its far north territory, killing civilians, attempting to infiltrate the volatile Lake Chad Basin. From 2009 to 2013, when Boko Haram operated along the Nigeria-Cameroon border, President Paul Biya reacted, weakened the jihadist group, a significant success for President Paul Biya. Perhaps the greatest threat to Cameroon's territorial integrity is the Anglophone crisis that came into being in 2016. President Paul Biya chose to settle the crisis through peaceful means by instructing the Prime Minister, head of government, to organize a national dialogue. The other threat to national integrity, and certainly not the least, is coming from Cameroon's eastern border with the Central African Republic. Armed gangs and rebels from that country regularly violate Cameroon's border, looting markets and ranches, abducting civilians, some of whom flee for safety. As an attack on the territorial integrity of Cameroon, the Commander-in-Chief has ensured the regular patrols of this border, and there hasn't been a shortage of spectacular arrests by the Cameroonian military, who invariably chase them off from the Cameroonian soil. As Cameroonians celebrate their 2024 National Day, it is essential to bear in mind that the country's patron of territorial integrity, President Paul Biya, has not failed in this lofty endeavor to safeguard the territory from foreign control. La préservation de l'intégrité territoriale comme exigence constitutionnelle. Je voudrais partager avec vous l'article 5 de la Constitution en vigueur dans notre pays, celle du 18 janvier 1996. Citation. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux. Qu'est-ce à dire? Votre avis compte, professeur Marcelin Guélé, en votre qualité de constitutionnaliste sur ce plateau. Merci. Je pense que vous avez résumé ici la haute charge qui incombe au chef de l'État en vertu de l'article 5 de la Constitution. Mais si je reviens à la notion d'intégrité territoriale, c'est un principe de droit international qui garantit le droit et même le devoir inaliénable d'un État souverain de protéger ses frontières contre tout envahissement extérieur et même contre toute velléité interne des divisions. Vous voyez donc là que le terme intégrité, le principe d'intégrité territoriale devient comme ce dieu Janus qui est à la fois un instrument de promotion de la paix, ce qu'effectivement le président fait en vertu de la Constitution et en vertu des principes qui ont toujours régulé notre nation autour de notre devise paix, travail, patrie, dont la paix. Mais également, c'est un instrument de promotion aussi de la personne humaine, de ses droits. Parce qu'en fait, au fond, le droit international ne peut plus aujourd'hui laisser à l'État le droit d'asservir des populations au nom d'une souveraineté. D'où effectivement le développement de le droit d'intervention aujourd'hui, ce qu'on appelle la responsabilité de protéger contre des atteintes à la dignité humaine. C'est dit donc que ce principe d'intégrité territoriale est d'abord saisi par le droit international pour garantir une coopération paisible, mais également assurée par le droit international autour de la Charte des Nations Unies, notamment l'article 2, paragraphe 4, qui interdit tout recours à la force. Vous savez que les atteintes
évidemment, conduisent au recours à la force. Mais également aussi la promotion et la protection des droits de l'homme pour permettre à l'État de garantir les principes de démocratie autour de la souveraineté démocratique d'un pays. Donc voilà un peu le champ juridique dans lequel aujourd'hui évolue ce principe d'intégrité territoriale, donc éviter que l'État ne soit sous la menace quelconque, directe ou indirecte, interne ou externe, d'où le développement des forces armées. Les forces armées sont là pour garantir les frontières d'un État, frontières terrestres, frontières maritimes, frontières aériennes. Mais évidemment, il faut développer des technologies pour que nous puissions garantir la protection de frontières aériennes au niveau de l'espace, surtout extra-atmosphérique. Mais également, les conventions internationales garantissent la frontière maritime. Notre pays, sur les 180 miles qui limitent la mer territoriale jusqu'à la haute mer où il y a la liberté de navigation. Mais sur cet espace de 188 000 miles, l'État a des pouvoirs de police. Sur la mer territoriale, l'État a le pouvoir d'autorité. Donc, c'est pratiquement toute une organisation juridique qui garantit à l'État, comme je l'ai dit, son devoir et son droit de protéger ses frontières contre toute atteinte externe ou même toute velléité, comme vous l'avez déjà ici susurré, interne, conduisant effectivement à des fractions de territoire. Pour revenir à la Constitution, comme Jean vous l'avait dit, la souveraineté nationale appartient à la nation, mais elle est exercée par deux entités complémentaires. D'abord le président de la République, mais aussi le Parlement, lorsqu'elle est invitée, soit à adopter une loi à l'initiative soit du président de la République ou des parlementaires. Donc vous voyez donc qu'aucune fraction du peuple, aucun individu, quel qu'il soit, ne peut s'en approprier l'exercice. Par voie de référendum aussi. Oui, par voie de référendum, merci. Vous voyez donc, vous saviez ça très bien. Je dirais qu'effectivement, c'est entouré non seulement par le droit international qui protège d'ailleurs le Cameroun et donne au Cameroun le droit de se protéger, mais le droit constitutionnel qui donne au président de la République la compétence et la compétence en matière de la garantie de nos frontières. Thank you very much, Professor, for setting the scene on this conversation. Now, Mr. Yambong, can you just give us a layman's definition of this territorial integrity that we are talking about, that President Paul Biya is a grand defender? Thank you so much, Mr. Mutale. Just to break it down for the understanding of the common man, it's like giving power. Let's limit it even to the level of a village, where the fawn, like my co-panel is sitting there, sitting like a fawn, has the power to protect the territorial boundary of that village. That is what we are looking at. The head of state, President Paul Biya, who has the extreme power given to him constitutionally. Even like he just mentioned, Prof. just mentioned here, the United Nations also enshrined in their chapters, giving power to every head of state to be able to take control over the territorial boundary. And so when we are looking at this, or trying to bring it to the understanding of a common man, we could even break it down to the level of a village, where nothing happens within the territorial boundary of a village without the consent of the fawn of the village, who is the main custodian of the tradition and practices of that village. And so this is what has been going on in our country. And if there is any infiltration coming either from neighboring countries or either coming from a civil society group that want to come up with an uprising in the village, it is the right of the head of state to look into it and handle this in a very diplomatic manner, in which we have all seen the challenges that we have had in Cameroon. We've had the crisis of the Bakassi Peninsula, where there was a Green Tree Accord. We saw how diplomatic the head of state, President Paul Biya, father of the nation, handled it without any human casualty. We have also seen the challenges that occurred in QOC between Equatorial Guinea and Cameroon. You saw how His Excellency President Paul Biya, the father of the nation, handled it diplomatically in order that we don't have human casualty. We also look at the Boko Haram situation in the far north. Yes, we'll be coming to those issues a little on.
But Mr. Bati Bonak, excuse me, now tell us, President Paul Biya went on the podium. He swore that he would defend the territorial integrity of Cameroon. It's there in the Constitution of Cameroon, Article 5, as we just heard there. Do you think it's a duty for him to defend, and how has he been doing this work so far? Bon, peut-être qu'il faut dire que c'est une très grande responsabilité. Il y a plusieurs articles de la Constitution qui, d'une manière ou d'une autre, interpellent le chef de l'État. Dès le préambule, on voit un Cameroun uni et indivisible. Ce qui veut dire que si on considère que l'intégrité territoriale, au sens où le latin l'appelle territorium integritas, on voit que c'est l'état de ce qui est entier, qui ne perd aucune parcelle, qui est en totalité. Ça veut dire que le chef de l'État a la responsabilité de défendre chaque centimètre carré de notre territoire. Et quand on voit que le préambule le lui rappelle, l'article 1 alinéa. C'est impératif. Et même contre le peuple qui aimerait, enfin, ou l'Assemblée nationale, qui aimerait, par exemple, réviser la Constitution, l'article 64 interdit cela dans l'objet. C'est-à-dire que toute tentative de révision de la Constitution visant l'intégrité, à porter atteinte à l'intégrité territoriale est interdit. Ce qui veut dire que le chef de l'État doit être sur ses gardes, jour et nuit, pour veiller à ce que l'ensemble du territoire, chaque centimètre du territoire, soit préservé. Et je pense que beaucoup de gens négligent cette responsabilité. Parce que lorsqu'on voit ce que, par exemple, une idée mise par la Cour internationale de justice dans son arrêt Libye contre Tchad en 1994, dit définir le territoire, c'est définir les frontières. Ce qui veut dire qu'une fois que c'est circonscrit, rien ne doit se perdre. Et si rien ne doit se perdre, rien ne doit se diviser, les compétences du chef de l'État en la matière prennent du relief et sont tellement importantes qu'il a besoin de mobiliser toutes les ressources nationales pour protéger, sécuriser, pour ne pas dire sanctuariser. That is to say, territorial integrity is so important that if the head of state does not do it, does not defend, he hasn't got a state. If he doesn't defend it from foreigners who want to take some part of the land, as we shall discover later on, the Chadians, we had problems. The Congolese, the Gabonese were doing all these things to fix the borders. The Equatorial Guineans, Nigeria, and so on, we are fixing all this because we want to maintain a state, a country. Oui, parce qu'il faut peut-être dire que c'est la compétence primordiale d'un État. La compétence territoriale sur les quatre est la compétence primordiale d'un État. C'est-à-dire que si un État n'a pas de territoire, est-ce qu'il existe? Donc c'est un élément structurant de la stabilité. À partir du moment où cet aspect est perdu de vue par les citoyens, ils n'ont rien compris. Ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas un État parce qu'il n'y a pas une base. Le reste suit parce que c'est basé sur le territoire. Et c'est important de penser défendre l'intégrité territoriale et surtout soutenir celui que le peuple a mis à la charge, à la place pour défendre ce territoire. Parce qu'en réalité, tout à l'heure, le professeur rappelait la protection. Vous n'allez pas protéger celui qui n'est pas sur votre territoire. Si quelque chose arrive à quelqu'un qui n'est pas sur votre territoire, cela ne vous est pas imputable. En revanche, quand il y a un crime sur votre territoire, vous êtes le premier responsable. Et le chef de l'État en a fait le serment, protéger l'intégrité territoriale. Donc je pense que c'est important de voir que peut-être que pendant longtemps on a perdu de vue cet aspect, c'est plus qu'important.
It is paramount. Yes, Professor, I was just going to say, now, we're not talking of the whole country. Of course, some countries can attack your own and want to take the entire country. They want to control things. But we're talking here of even a centimeter of your country. You go to war because you want to protect that. But then there's also the territories away from your nation. You are a constitutional law expert. Our embassy in France, in Germany, and in all those places, that's part of Cameroon. And that is also the responsibility of the president, isn't it, to protect it as well? Absolument. Le territoire de l'État s'entend du territoire national que vous avez fixé, l'assise territoriale que nous avons, mais également la compétence extraterritoriale que l'État exerce sur ses propriétés qui sont à l'extérieur, dont le domaine, l'ambassade du Cameroun à Genève, pour parler, penser à mon voisin, appartient à l'État. Et pour ça, vous voyez que lorsque quelqu'un a un problème sur le territoire étranger, il fuit dans une ambassade pour se cacher. Ce pays ne peut plus entrer, sauf le cas récemment dans un pays, mais c'est interdit. Une fois que vous avez trouvé refuge dans une ambassade, si ici, nous poursuivons, nos forces de sécurité poursuivent, par exemple, prenons un Libanais, et il se réfugie à l'ambassade du Congo. Et les forces arrêtent, ne peuvent plus entrer. Donc, ça signifie que les localités, le territoire, l'ambassade, tel que c'est limité par ce qu'on appelle la clôture, parce que c'est clôturé. C'est clôturé et protégé par le principe de l'extraterritorialité qui donne compétence à l'État d'appartenance à l'ambassade d'exercer pleinement les compétences de l'État sur son territoire. Et je voulais également rajouter que, prendre un exemple pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui ont des clôtures dans leur maison, ceux qui ont des chiens qui protègent des gardiens. Quand vous avez votre gardien, vous avez votre chien qui est là, il vous alerte, il vous protège. Quand il est là, il en selle, vous avez tout. Et vous êtes content parce que vous êtes en sécurité. Être en sécurité, c'est que le meilleur gardien assure la sécurité. Le président de la République, c'est le serviteur de la sécurité des populations sur son territoire. C'est pour dire donc que le président a prêté un serment d'être le gardien, le garant de l'intégrité du territoire. Aucune parcelle du territoire ne peut être cédée. S'il cède, il est complice. Et s'il est complice, il y a un manquement fondamental à son serment de respecter la Constitution. Ouais, donc c'est tout ça à la fois. Et c'est pour ça que c'est lui qui est au cœur. Parce que lorsqu'il est là, il sert de sécurisation, d'ultime sécurité. Parce qu'au-delà de cette protection, il est également l'arbitre des autres institutions. Le gardien de bon fonctionnement. Parce qu'il faut éviter que de mauvais ou dysfonctionnement institutionnel concourent à des velléités qu'on pourrait regretter concernant notre thème d'aujourd'hui qui est l'intégrité territoriale. Le cœur donc aussi de la sécurité, de la sécurisation, de la paix et puis la promotion de la dignité humaine, c'est le président de la République. Camille Nélé, quel est le regard du journaliste sur tout cela, tout ce que les spécialistes évoquent quand vous parlez de groupes insurrectionnels? Est-ce à dire que ces Camerounais-là ne se sentent pas véritablement protégés, partis de droit? Non, moi je pense que ce que le professeur vient de dire est édifiant. Et il met en relief justement cette faculté qu'a le président de veiller à l'intégrité nationale. Et vous savez, le Cameroun est menacé par au moins 3 facteurs de déstabilisation de son intégrité. Vous avez le premier facteur, d'ailleurs, qui est circonscrit dans la définition de l'atteinte à l'intégrité territoriale quand un pays, quand le danger vient d'un autre pays vers votre pays. On a vu par exemple avec la Centrafrique, on voit avec la Centrafrique où des guérilleros perdus quittent la Centrafrique, où ils sont retranchés dans certaines régions pour venir attaquer de paisibles Camerounais. On a vu comment le chef de l'État a pris toutes les mesures pour circonscrire cette menace-là. On a vu comment, au niveau de Boko Haram, qui est une menace venant du Nigeria,
Et d'ailleurs, on a encore à l'esprit l'exploit d'il y a 2 jours des éléments du BIR qui ont poursuivi les djihadistes de Boko Haram à partir de Dabanga pour aller libérer 200 otages nigériens dans un camp de djihadistes. Et bon, maintenant, il y a aussi cette menace, elle, qui vient de l'intérieur avec les bandes terroristes du sud-ouest et du nord-ouest qui tuent les populations, qui détruisent le tissu industriel, qui brûlent des villages et qui tuent les militaires. Depuis 2018, il y a eu environ 3000 morts. Mais parmi les 3000 morts, il y a une très grande quantité de militaires qui n'étaient là que pour faire leur devoir. On ne peut pas dire que c'est eux, c'est les militaires qui attaquent des gens armés qui viennent menacer l'intégrité du territoire camerounais. Parce que ces personnes qui ont construit des bandes armées, quel est leur objectif? Leur objectif, c'est de prendre une partie du Cameroun pour en faire leur propre pays. Il y en a même qui sont autoproclamés un jour de République fédérale d'Ambazonie. Mais comment est-ce que dans un pays normalement constitué, avec des frontières connues, des individus, même s'ils sont camerounais, peuvent-ils décider que cette partie du Cameroun, c'est notre pays, c'est ce pays-là, il est l'Ambazonie, le reste, gardez-le. Non, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas le faire par les armes. Et le président de la République n'a pas pu laisser cela. Donc, cette triple menace venue non seulement des frontières du Cameroun, du Tchad et de Centrafrique, vous vous souvenez, genre, à un certain moment, on avait commencé à parler de coupeurs de route dans ce pays. Les coupeurs de route, ce n'étaient que des brigands, des soldats perdus venant du Tchad et de Centrafrique qui venaient arrêter des cars de transport, dépouiller les personnes et dépouiller les villages. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui n'est pas loin de celle-là, où on parle de Boko Haram dans certaines parties du pays, mais alors qu'en réalité, ce ne sont que des bandits qui viennent, parce qu'ils arrivent dans la nuit, ils entrent dans un village, ils brûlent des maisons, ils prennent des gens en otage, et ils tuent d'autres, et ils s'en vont, ils disparaissent. Quelle idéologie peut-on donc coller à ces malfaiteurs qui arrivent, qui font autant de mal dans un village? Ils cherchent quoi? Il y a certaines parties de l'extrême nord, par exemple à Moura, par exemple à Dabanga, par exemple à Zigagé, qui sont connus comme des zones particulièrement dangereuses où des hommes armés arrivent, attaquent des villages, tuent des gens, kidnappent et demandent même des rançons. Alors, le président Paul Biya a trouvé une réponse à cela en maintenant sa fermeté à défendre l'intégrité territoriale sans aller plus en échelle à l'extérieur. Parce que vous avez vu ce qu'a été le Libéria à une certaine époque, où il y avait des bandes armées qui étaient en train de se battre pour le pouvoir, et malgré le fait qu'il y avait des troupes des forces étrangères, ce pays a été complètement laminé. Vous savez ce qui s'est passé en Somalie, où malgré des forces spéciales étrangères, le pays a été complètement discrédité, complètement détruit. Donc, non, moi je parle même de l'Afrique. Haïti, alors, c'est l'extrême. Alors, le président de la République a tout fait pour ne pas demander à des troupes étrangères pour venir défendre son intégrité nationale. Il a une armée, il a des forces de défense qui sont suffisamment qualifiées, et c'est pour cela qu'il le fait. Mais il faudrait, nous qui vivons l'histoire aujourd'hui, il ne faudrait pas que demain, après-demain, qu'on présente les guerrieros, parce que c'est des guerrieros du sud-ouest et du nord-ouest, comme des personnes qui se battaient pour l'indépendance de leur pays. Quelle indépendance? Aussi bien les universitaires, aussi bien les historiens, aussi bien les Camerounais qui ont de la mémoire, savent très bien que de 1884 à 1918, le Cameroun entier était germanophone. On parlait allemand. C'est après la défaite de l'Allemagne, la Première Guerre mondiale, que la Société des Nations a décidé d'octroyer des 4/5 du Cameroun aux Français et les 1/5 à l'Angleterre. Or, cette sorte de tutelle n'a duré en réalité que 42 ans. Pendant 42 ans, tout simplement parce que, 42 ans avant, vous étiez germanophone. 42 ans plus tard, parce que vous avez vécu sous la férule de l'Angleterre, vous dites que non, nous, on a un autre pays. Alors que quand on va regarder au fond, ces deux régions qui sont en feu aujourd'hui, vous allez voir que ces deux régions qui ont des extractions culturelles et sociétales différentes. Vous allez voir qu'au sud-ouest, c'est des gens qui sont d'extraction Sawa. Et nord-ouest, c'est des gens qui sont d'extraction Grassfield.
Donc on ne peut pas dire que ces deux entités sociales ou ethnologiques appartiennent à un même groupe et ont le droit d'avoir leur propre pays. Et vous savez très bien que la majorité des populations du Sud-Ouest ne marchent pas avec cette recherche effrénée d'un pays qui serait le leur. Donc nous avons affaire à un groupuscule de personnes dont les leaders sont à l'étranger, dont les leaders cherchent à crédibiliser ce mouvement en allant même dans les congrès de certains pays pour dire que non, ces gens-là ont le droit d'avoir leur pays. Au nom de quoi? Donc la détermination du président de la République à maintenir l'intégrité territoriale du Cameroun est tellement louable qu'on voit que malgré la douleur, malgré les exactions, malgré malheureusement les tueries, les barbaries. Vous avez vu, Jean Tangana, il y a 5 jours, ce qui s'est passé avec ces 6 gendarmes qui ont été attaqués, massacrés et brûlés dans leur voiture. Si vous avez eu le courage de regarder cette vidéo balancée par ces assassins, vous voyez comment ils sont en train de danser comme des gens qui sont possédés. On se demande est-ce que c'est parce que vous voulez un pays que vous tuez des personnes, des pères de famille, des fils de famille, des responsables, pour rien, ils vous en font quoi? Tout simplement parce qu'ils sont là pour protéger les populations et vous les tuez. Et vous pensez que ces gens-là, dans 20 ans, dans 30 ans, on va commencer à dire qu'on va écrire ou raconter que non, ces gens-là se battaient pour l'indépendance de leur pays. Quelle indépendance et quel pays? Alors que c'est un pays connu, dont les frontières sont connues, mais qui n'avait pas le droit d'être divisé de l'intérieur par des gens qui n'en ont aucune qualité. Ebenezer Motale, Yes. je crois lire l'impatience de nos invités à passer à la seconde étape de ce débat. Les menaces à l'intégrité territoriale et naturellement les réponses que le chef de l'État, Paul Biya, apporte à chaque situation. Je voudrais venir vers vous, vous qui vivez ces choses-là du terrain, sur le terrain. Vous avez été, comme vous l'avez dit, pendant 2 mois et 2 semaines, otage entre les mains de ces groupes, comme il les appelle insurrectionnels. D'après vous, est-ce la plus grande menace à l'intégrité territoriale aujourd'hui au Cameroun? Yes, I think that lately Cameroon have had a lot of challenges that are coming in, some coming from our neighboring countries, and some handful of Cameroonians who think that they can create a nation which has never existed and will not exist because Cameroon remain one and indivisible. Like a grassroots politician who does everything possible to be on the ground to feel the pain of my militants and the people of my own area, I want to say that there's a lot of misinformation that has pushed young people to rebel against the state. And most of those who are actually giving them wrong information about the state are not even living in Cameroon. They are in the diaspora. And so when you look at how people are manipulating the others to the extent that the child gets a gun and gunned down his father and his mother, you begin to understand that something is wrong somewhere. But that notwithstanding, I think that the head of state, President Paul Biya, the father of the nation, needs a lot of applause from Cameroonians because in some other countries, like we have seen, this would not be the story we'll be talking about in what is happening in the Northwest and Southwest. But the father that he is, and as a man who loves his people and his country, he remains very calm and using all methods to look at the cry of the people, what would have pushed my people to get to this level. I say I have suffered because people want to stigmatize some group of people. Like I'm the section president of the CPDM, my house was burnt, and most of my property was destroyed by the separatist fighters. To talk the least, when I was kidnapped, I was at a gunpoint in 3 occasions, but as God will have it, if your hands are clean, nothing bad can happen to you.
But talking to those who are really on the ground, those guys who are fighting, I discover that there is a lot of misinformation. And a good number of the young people have been cut off from the information to get the appropriate information about what the state is doing to ameliorate the living condition so that they can be part of it. Vous parlez de la désinformation. Yes. Quel type d'information leur donne-t-on? Okay, for instance, we know, everybody knows that the Anglophone crisis started with lawyers and teachers running on the street complaining of certain rights. They claim that the Anglophone section of education has been assimilated, and they think that they, as a people, should have certain culture of education, which should not be destroyed. And if you look into the advent of issues that have evolved within time, you will realize that the government has actually answered the worry of the teachers. The lawyers themselves also went on the street claiming that the common law bench is being suppressed and they don't have those rights. If you look at... And they had a solution for that. Before Yes. we continue, please, before we continue, we'll just get this report that will set the scene for the second segment of this program. And it's about the territorial integrity of Cameroon that, as you know, we've heard it from our panelists here, is gone through thick and thin. From Bakassi through border issues with neighboring countries, President Paul Biya has been an excellent defender of territorial integrity. We heard that this morning. So Alain Patrick Foudan, my colleague, sets the ball rolling with this report. Armée et nation ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, tel est le thème de la 52e édition de la fête nationale du Cameroun. Un thème évocateur dans un contexte marqué par la persistance des attaques meurtrières de la secte terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord et des bandes armées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La convocation répétée par le président de la République, Paul Biya, du tandem armée-nation traduit sa vision des questions touchant à la sécurité et à l'intégrité territoriale. Pour Paul Biya, l'intégrité du territoire national est non négociable et de ce fait, toutes les mesures sont prises pour en assurer l'inviolabilité. La restauration de la paix, notamment dans ces régions troublées, passe davantage par la prise de conscience collective de l'interconnexion des enjeux socio-économiques et stratégiques pour la nation, raison pour laquelle le chef de l'État n'a eu de cesse de fédérer les populations autour des troupes dont la détermination sur le terrain n'a d'égal que leur fidélité absolue à la République. Dans plusieurs de ses adresses à la nation, comme lors des cérémonies de triomphe et des promotions de l'école militaire interarmée, le président de la République, Paul Biya, n'a eu de cesse de féliciter ses populations. C'est dire combien les civils peuvent peser de tout leur poids dans la sauvegarde de chaque centimètre du berceau de nos ancêtres. Au fil des années, la détermination du président de la République du Cameroun s'est également illustrée à travers une intense activité diplomatique pour rallier des pays partenaires à cette cause nationale qu'est la préservation de l'intégrité territoriale. Les États-Unis d'Amérique, pays amis du Cameroun notamment, a favorablement répondu à l'appel du chef de l'État. Le pays de Joe Biden n'a pas hésité à condamner plusieurs Camerounais d'origine pour leur soutien aux bandes armées qui écument les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Résultat des courses, des revers militaires et juridiques ont été infligés aux agresseurs et la sérénité a repris droit de cité. Vivement que nombre de jeunes enrôlés dans ces bandes armées répondent à la main tendue du président Paul Biya pour un retour global à la paix sur l'ensemble du territoire national. Welcome back as we begin this second section, and we'll be talking about the threats to territorial integrity. Now, Mr. Umbang, maybe I will talk about this later on with you. Let's talk to Mr. Batsi Bonak. Now, this situation where President Paul Biya is facing all these problems around the borders, he has solved the Bakassi crisis that is in the past now. Now, which one really comes to mind very strongly to you as a threat to this integrity, territorial integrity? Je pense qu'il ne faut rien négliger. Peut-être que le débat de la hiérarchisation des menaces
pourrait avoir lieu. Mais si on prend la surface, c'est-à-dire l'espace qui est menacé, selon les revendications, on dirait l'espace du nord-ouest et du sud-ouest. Mais on doit certainement se poser la question de savoir ce qui se serait passé si nos forces de défense et de sécurité n'avaient pas sécurisé le Grand Nord, notamment la zone de la région de l'extrême nord dans le bassin du lac Tchad. Qui nous dit que ces envahisseurs ne seraient pas allés plus loin? Qui peut garantir aujourd'hui que du côté de l'Est, les armes migratoires qui venaient de la Centrafrique devaient s'arrêter juste à quelques centimètres carrés de la frontière? Rien n'est moins sûr. Surtout lorsqu'on sait d'où viennent ces armes, qui, au niveau international, financent ces bandes armées, on peut s'interroger sur les finalités. Je dois vous dire que lorsque nous étions à Genève, la mission permanente du Cameroun, sur instruction de la très haute hiérarchie, avait organisé une session spéciale, ce qui n'avait jamais existé au niveau du Conseil des droits de l'homme. On avait organisé une session spéciale qui visait à condamner Boko Haram ainsi que les financements, parce que c'était contraire aux différentes résolutions des Nations Unies, y compris du Conseil de sécurité. Les pays supposés être fournisseurs d'armes n'ont pas eu le courage de condamner Boko Haram, n'ont pas eu le courage publiquement, devant tout le monde aux Nations Unies, de condamner Boko Haram. Ce qui veut dire que le financement de Boko Haram n'est pas seulement une affaire de quelques Camerounais qui ont des armes artisanales ou de quelques Kalachnikov. Quand on voit l'effort de symétrisation qu'ils sont en train de faire, on réalise que sans une certaine catégorie d'armes, ils sont incapables de porter la menace sur le territoire. Autrement dit, il ne faut pas se limiter à voir les menaces from within, de l'intérieur. Il faut aussi voir les complicités avec l'extérieur et surtout l'envergure de ces complicités, les surfaces envisagées et les différentes alliances. Lorsqu'on dit que Boko Haram fait allégeance à l'État islamique, on sait très bien que l'État islamique contrôlait des territoires plus vastes que des États entiers. Ce qui veut dire que pour que ce genre de multinationales de la déstabilisation se mette en branle, il y a de grandes puissances derrière, il y a des fournisseurs d'armes, il y a des fabricants d'armes, il y a des marchands d'armes. Autrement dit, il ne faudrait pas se perdre dans la hiérarchisation des menaces, mais dans la sanctuarisation du pays. Il faut mettre la focale sur l'ensemble des synergies que le chef de l'État met en place pour sanctuariser nos frontières. Parce que d'où que viennent les menaces, et quel que soit le moment, que ce soit par les médias mensonges, ou par les armes, ou par ce qu'on a appelé les armes migratoires, rien ne doit être négligé parce qu'en fin de compte, c'est la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun qui est en cause. Yes, Professor, there is a situation, if you look at it, all the threats that President Paul Biya has faced in 42 years. We've had problems with Equatorial Guinea, we've had some with Gabon, with Nigeria, and Chad occasionally. Now, he hasn't gone to war. Isn't that significant? We haven't gone to war. En effet, c'est dans l'ADN du président de la République, je dois pouvoir le dire, pour répondre exactement à ce que vous dites. Si c'était mon point de vue, je dirais comme Saint-Just a dit, il n'y a pas de liberté à ceux qui sont contre la liberté, tout comme il n'y aurait pas de justice à ceux qui sont contre l'état de droit. Mais le président est très patient. Il est très patient et c'est, comme on a dit, il est mendiant de la paix.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'intégrité territoriale, c'est un instrument de la paix. Cet instrument de la paix, c'est quoi? C'est qu'avec les voisins, avec lesquels nous construisons une intégration économique, aujourd'hui, que ce soit le Tchad, que ce soit la Guinée, que ce soit le Gabon et les autres, le président, du fait de sa posture, de sa stature et de son statut, a choisi pour certains cas de régler pacifiquement ces différends. Le règlement pacifique n'est pas forcément aller devant la Cour internationale de justice. C'est aussi par les médiations, par les négociations. Ouais, donc il a fait la part des choses avec le géant nigérian, enfin nos voisins nigérians en 1994. Il a choisi parce qu'en fait, il y avait en cause à la fois de la mauvaise foi et le refus de reconnaître les décrets, les accords internationaux qui nous liaient avec ce pays sur la frontière. Donc il a donc choisi contre toute autre solution possible, puisque la négociation n'était pas absente avant de saisir la Cour internationale de justice. Mais en face, pour négocier avec quelqu'un, il faut se disposer à négocier avec vous. Et ce n'était pas la posture du Nigeria jusqu'en 1994. Lorsque le président de la République prend la décision de saisir la Cour internationale de justice, sachant effectivement le précédent que nous avions avec cette cour-là, je crois, dans l'année 61, par rapport à ce que nous avons eu comme déconfiture là-bas. Mais il a choisi cela. Et la solution est celle que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, Jean l'a si bien résumé. Avec la Guinée équatoriale, avec le Rwanda, il choisit, même avec le Tchad. Vous savez très bien qu'il y a eu des problèmes. Donc, le président choisit, dans sa patience et dans sa réserve et dans son calme. Vous savez, parfois, les attitudes du président, on les interprète, mais il ne réagit pas très vite. Il a d'autres leviers que nous n'avons pas ici. Parce que, finalement, le problème se règle, on ne sait pas comment ça s'est passé. Donc, il a des moyens aujourd'hui, avec ses pairs de la sous-région, avec lesquels nous partageons ce processus d'intégration communautaire, n'a pas à la Cour internationale de justice. Ce n'est pas la bonne voie. Et je pense qu'il a choisi cela. Et il faut le saluer. Il faut le saluer. Et disons que les menaces que nous avons aujourd'hui en rapport avec la frontière ou à nos territoires sont d'abord d'ordre interne. Je dois d'abord le dire pour que nous ne puissions pas... les questions que nous avons au niveau de nos régions, du nord et du sud-ouest, c'est des questions internes. La Constitution doit pouvoir permettre au président de régler ces problèmes. C'est pour ça que sa patience peut dépasser les limites, mais il sait, comme l'enfant prodigue, il dit qu'ils vont revenir. D'où ce qu'il a créé pour dire que, bon, malgré tout, il oublie quand vous venez, et on vous met dans Many are living for oui, those oui, DDR ils sont centers. sortis de la brousse, et puis on est réintégrés, alors qu'ils étaient là, ils avaient des armes, ils ont tué. Il a mis en place des organismes d'accompagnement pour récupérer, comme cet enfant prodigue. Oui, c'est une posture qui est particulière. Parce qu'en fait, le conflit que nous avons, ce que vous appelez le conflit aujourd'hui asymétrique dans le nord et le sud-ouest, c'est un problème camerouno-camerounais. Donc, on n'a pas besoin qu'on vienne nous dicter comment régler ce problème. Nous avons simplement, par rapport à ce problème particulier, des connexions avec des complicités où les gens veulent que le Cameroun soit en difficulté. Et le président sait prendre, et c'est pour ça qu'au moins les États-Unis, prenant fait constitution, on dit non, écoutez, on ne peut pas continuer à abriter des gens qui sèment le trouble dans leur pays. Parce qu'on peut penser qu'on est très éloigné. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils allaient avoir des Twin Towers, à un moment donné détruits, pensant qu'ils étaient très loin. Donc, il ne faut jamais dire que le glas sonne pour l'autre. Il peut sonner pour vous. Donc, en ce qui concerne la question dans les situations dans la frontière, le droit international est avec nous. Le Cameroun a déclaré, sur le perron de l'Élysée, que nous déclarons la guerre à Boko Haram. Et lorsqu'il est rentré, il a mis les moyens pour que nous soyons... Vous voyez, aujourd'hui, je crois, on a plus ou moins stabilisé quand même la zone de l'extrême nord. Oui. Tout comme nos voisins centrafricains, avec le développement politique favorable à l'interne, nous voyons aujourd'hui que le retour un peu à une quiétude interne en Centrafrique qui fait que la frontière peut, de part et d'autre, être mieux sécurisée. Bon, à l'interne, par rapport à notre pays, à l'interne, nous allons effectivement continuer ce que le président, le grand projet qu'il porte pour ces régions. La difficulté majeure, et voilà la patience du président, c'est qu'il détruise, il reconstruit. Il détruise, il reconstruit.
Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est ça, un père. Quand on est père, on est le père. Et le président agit comme un père de tout le monde. Mais il faut quand même comprendre aussi qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne doit pas. Il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Et qu'allègrement, ceux qui sont contre la liberté et ceux contre la justice franchissent allègrement. Et c'est pour ça que j'ai pris ça juste au départ, qu'en fait, on peut être patient, mais comme le président lui-même a dit, si on ne parle pas, c'est pas parce qu'on est faible. Do not cross the red lines. Voilà. Jean. Alors, vous me donnez la parole pendant que je m'interroge, pas seulement sur ce qui se passe dans notre pays, mais également ce qui se passe ailleurs. J'interroge les instances que les États se sont données au plan international, comme l'Organisation des Nations Unies. Je m'interroge sur l'efficacité des accords que les États signent dans le cadre des problèmes que nous évoquons. D'où vient-il qu'aujourd'hui, ça devient monnaie courante que de se lever et de décider de vestir le territoire du voisin? Parce que c'est un problème récurrent. Regardons un peu hors du Cameroun. Qu'est-ce qui justifie une telle attitude à l'international? Non, il faut préciser que l'affaire Bakassi a provoqué beaucoup de remous, précisément au sein de l'Union africaine. En 2007, l'Union africaine a lancé son programme Frontières au mois de juin. Et depuis, on ne constate plus en Afrique une guerre qui est menée par un État souverain contre un autre sur notre continent à des fins de récupération de territoire. Les deux cas que nous avons au niveau de l'extrême nord et de l'est sont du fait des personnes issues, certes, de pays étrangers, mais qui n'ont pas la caution ni l'approbation de leur État au moment où ils viennent perpétrer ces actes. Ce qui a lieu de relever pour le cas du Cameroun, le ministre de l'administration territoriale fait partie du Conseil des ministres en charge des frontières qui était supposé se réunir régulièrement, mais aussi dans le but de procéder à la délimitation et à la démarcation des frontières. On peut regretter que le processus soit lent parce que les financements viennent de la communauté internationale, mais ce processus a plutôt stabilisé nos frontières. Parce que l'action que cette entité mène est basée, cette instance mène, est basée sur l'ensemble des principes qui consolident les frontières des pays au moment où ils accédaient à l'indépendance. C'est vrai qu'au niveau du continent, on a eu des situations difficiles et douloureuses dans le cas du Sud-Soudan, par exemple. C'est vraiment un cas extrême, mais pour le reste des pays, la position de l'Union africaine a toujours été entendue et les Nations unies, de plus en plus, s'alignent sur la position de l'Union africaine. Et de ce point de vue, l'implication du Cameroun n'a pas été négligeable. Quand on sait, par exemple, qu'aujourd'hui, l'Union africaine a fini par mettre en place un mécanisme pour les questions humanitaires lors des crises internes, c'était suite à la démarche du Cameroun en 2018. Donc, nous voyons plutôt que c'est un processus qu'il faut accélérer pour continuer à stabiliser. Mais il faut toujours reconnaître que les réticences de certains pays, notamment voisins, pour le cas du Cameroun, à accélérer le processus de délimitation et de démarcation des frontières pose question. Pourquoi est-ce qu'il retarde? Est-ce parce que certains pays ont des territoires beaucoup moins vastes que celui du Cameroun et préfèrent... I can tell you, for one of them that has a very long border with Cameroon, Nigeria,
2,026 kilometers have been demarcated out of 2,100. So a lot of progress has been made on that Nigeria-Cameroon long border. Voilà, avec la Guinée équatoriale, le processus est en cours, il est lent. Avec le Congo, avec le Gabon, avec la Centrafrique. Mais ce qui est important, c'est que la direction est prise. Et qu'il revient plutôt aux Camerounais de s'interroger sur les menaces internes. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'au moment où les pays étrangers s'abstiennent de nous attaquer, ou alors ne sont plus en mesure de nous attaquer, que nous soyons nous-mêmes responsables des crises que nous provoquons à l'intérieur ou de l'intérieur du territoire. Cela doit s'arrêter. Il faut plutôt soutenir les efforts du chef de l'État pour stabiliser, matérialiser la frontière avec les autres pays, afin que non seulement le degré de protection à l'intérieur de notre pays s'améliore, mais aussi que chaque citoyen puisse être confortable et se projeter vers l'avenir parce qu'il vit dans un territoire sanctuarisé. Camille Nile, on a parlé à un certain moment d'un agenda international, d'un agenda caché. Est-ce que c'était encore pignon sur rue? Agenda caché de qui? On disait à l'international. C'est difficile de cautionner cette thèse parce qu'il est vrai que le Cameroun, pays éminemment stable, on le sait très bien, il y a eu des velléités de déstabilisation qui existent. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que, mais malheureusement, contre ces velléités, le président de la République a toujours su faire jouer non seulement sa patience, mais sa maestria en matière de négociation et de diplomatie. Tout à l'heure, j'entendais le président dire que les problèmes au Cameroun ont commencé par des revendications corporatistes. Non. Il y a eu des revendications corporatistes, mais les Camerounais savent très bien qu'il y a des groupes de personnes qui, depuis 1961, s'activent sans relâche à obtenir un pays anglophone, leur portion de pays anglophone. Et au moment où ces revendications étaient en train de battre leur plein, on savait très bien, il y avait beaucoup de gens qui avaient vu sur Facebook comment Sissoko Ayuk Tabé était en train de préparer des troupes pour envahir le Cameroun. Beaucoup ont vu ces vidéos-là. Mais Sissoko ne venait pas comme un vengeur de ces revendications corporatistes, mais il venait pour envahir le Cameroun. Et il l'a fait. Il l'a fait et il a été identifié. Et vous savez, personne ne saura effectivement par quel mécanisme le président Paul Biya a réussi à obtenir l'arrestation de Sissoko Ayuk Tabé au Nigeria et son retour au Cameroun. Bon, mais ça c'est des secrets. C'est les secrets, justement. Le diplomate dit que l'action diplomatique a fait son œuvre. C'est pour ça que je suis en train de dire que le président Paul Biya, en tant que négociateur, en tant que véritable virtuose de la diplomatie, a su faire jouer. Parce que si ce monsieur n'avait pas été arrêté en 2018, qui sait ce que serait devenu le Cameroun? Mais malgré son arrestation, c'est là qu'on a vu germer d'autres groupes séparatistes qui sont au moins une trentaine aujourd'hui, et parmi lesquels énormément d'électrons libres. Lui qui a été, par exemple, kidnappé, il a eu à discuter avec ces jeunes-là. Mais il a compris que ces jeunes n'ont pas d'idéologie. Ces jeunes sont motivés et poussés par des personnes qui leur ont mis des idées dans la tête. Et ils tuent, ils kidnappent, ils brûlent, ils cassent tout. Au nom de quoi? Au nom de personnes qui leur ont donné des instructions. Donc moi, je pense que la déstabilisation et le plan de fractionner le Cameroun, une partie du Cameroun, pour en faire un État qui n'a rien à voir dans sa composition originelle, c'est ça qu'on peut appeler un plan caché. Mais ce plan caché-là, il est aussi soutenu par non seulement par certains Camerounais de la diaspora, dont vous avez parlé tout à l'heure, mais même par des étrangers qui se disent que, ah tiens, si on pouvait obtenir, retrancher ces parties-là du Cameroun, il y a la manne pétrolière, il y a le poisson, il y a des tas de choses et tout. On a vu, vous le savez très bien, un membre du Congrès demander
au Congrès américain d'exiger du Cameroun de donner l'indépendance à ces factions armées. Donc, ces gens-là qui sont à l'étranger, qui réussissent à obtenir des financements, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont des hommes sur le terrain, mais parce qu'ils sont en contact avec des organisations criminelles, et même certains États à qui ils font croire que si nous obtenons notre pays, vous allez avoir des avantages là-dedans. Donc, le président Paul Biya, dans son opiniâtreté à maintenir l'intégrité du Cameroun, ne fait pas de bruit. Il agit dans l'ombre, il procède par des négociations, et des négociations insoupçonnées, qui, quand elles ne marchent pas, il se dit que bon, on va voir. On a vu comment, par exemple, il a donné la possibilité à ces guerrieros de quitter la brousse, d'entrer dans des centres voilà, et de réintégration. Il y en a qui sont partis. Il y en a d'autres qui ont peur de rentrer là-dedans parce qu'ils se disent que si j'entre, on va me traiter de blackleg, on va me tuer. Parce qu'on a vu beaucoup de gens qui sont sortis de brousse, mais qui ont été assassinés par ceux qui sont encore en brousse. Mais malgré cela, le président de la République fait tout, sans faire de bruit. Il reste focus dans sa stratégie de donner la possibilité à l'armée de faire son travail, de faire son job, et malgré les grandes pertes, mais pourvu que le pays soit debout. Et le pays est debout. Donnez-moi un seul pays qui, s'il avait la menace du sud-ouest et du nord-ouest, de Boko Haram, des coupeurs de route de Centrafrique et des malfrats qui incendient les villages, quel est ce pays qui serait debout? Mais le Cameroun reste debout. Et les activités criminelles qu'on recense dans le sud-ouest et le nord-ouest sont certes horribles, sont certes notables, mais vu que le Cameroun les gère avec sérénité, avec calme, n'ont pas la portée que ces gens-là auraient voulu que ces actes aient à l'international. Yes, thank you very much indeed. Now, Mr. Ojambeng, you are a conflict expert. And over there in the northwest region where you're coming from, how does it manifest itself, this issue of threats to territorial integrity? Do you get a sense that Nigeria, on the other side, is helping Cameroon, as is done elsewhere, like in the southwest province, to keep at bay, the people who might threaten this territorial integrity? Thank you, Mr. Mutale. If you look at the way things have evolved, you know that Cameroon lately had some crisis with Nigeria over the Bakassi Peninsula. It is true that the father of the nation, His Excellency President Paul Biya, diplomatically solved his problem without creating any human casualty. And the two countries have moved on. Good. What we need to know in it is that there are Nigerians who have accepted the verdict. But there are some Nigerians who are still mounting on resistance. And if they have an opportunity to destabilize Cameroon, they will do that. They will not hesitate to do that. And so if you look at the borders between Cameroon and Nigeria, to be very frank to you, that there are a lot of openings for infiltration that Nigerians can enter towards the northwest and facilitate the ongoing crisis which is already in the northwest and southwest. But something is being done? Yes, something is being done. A lot, not something. A lot has been done. Because, like I said before, if you watch some of the videos where I just escaped from the Amber camp, the first thing I said, I was thanking the head of state, President Paul Biya, and a lot of people were wondering, this man just came out. He's not even out of the area completely. He's thanking the head of state. Paul Biya didn't Good. kidnap So you. now, the point is, I was, as a conflict expert, I was evaluating what obtains in the Amber camps, how they treat their own brothers and sisters, in comparison with the way the head of state, President Paul Biya, is treating the affair, despite the fact that they have spilled in blood and desecrated the land of Cameroon. So you see that if they had the opportunity to have the power
that the head of state, President Paul Biya, has, they will cause a havoc. Yes, because they kill people at will without any sympathy. And so if they had the power to instruct the military like the head of state has, they will kill everybody. And so it is on the basis of this that you look at it, I'm going to say, no, this person, we need to thank him for his fatherly manner of handling issues. Now, conflict, there's conflict within oneself. You yourself, sometimes you are at conflict within your decisions. Right. And so there will always be a conflict. In every way there will be conflict. But what matters is the way we handle the conflict. And so that's some of the issues which, when we look at it, the way the conflicts are coming up and the head of state, President Paul Biya, is managing the conflict, we see that Cameroon is still working well and going despite all the challenges. Looking at the infiltration from our neighboring countries, I can see that we also still need to do a lot more. What am I looking at? I'm looking at drugs. Because the young people who have taken arms against the state are not only being intoxicated with the ideas they are putting in their head, but they are constantly on drugs. And so where do we get these drugs from? They sneak drugs from neighboring countries like Nigeria and Chad. And see, young people, they're constantly on drugs, and so sometimes they act unconsciously. So we also need to put a checks on our borders to ensure that what comes in is healthy for the rising generation. One other aspect of it, which I also think that we still need to guard again, despite the effort of the head of state, President Paul Biya, to see that there is peace within the territorial boundary of Cameroon and also with our neighbors, is that the Anglophone issue is not an issue that just started yesterday. Of course, as we're growing up learning the Cameroon history, we knew that one time it was made mention that Cameroon was divided by the whites. They came and divided Cameroon into parts just because they wanted governance. And so that has remained in the brain of some people who think that Cameroon can no longer become one. And so some of these people we used to know of, they used to call them British Southern Cameroon and all the like. And so the Ambazonians that have just come up is just a stepping up of what they used to call the Southern Cameroon. And I give a pat on the back of our forefathers who foresaw these things and did everything possible that Cameroon once an indivisible. Right. And it was then the responsibility of the elite of this area to put an eye on the rising generation, that they don't go wayward or go or extrapolate. Because history is something, it is learned, it remains in the brain. And once the brain is idle, it starts thinking of some other methods that they can survive on. And I think with the experience of President Paul Biya, which I have seen, and I think we need to learn a lot from him. Cameroonians still need him. Even in the next election, we still need him to become the president of this country, because we have to learn a lot. First, learning how to bring down our temperament. Secondly, learning how to handle issues diplomatically, not necessarily going on war. You see, because if President Paul Biya was that hot-tempered, Cameroon will be at war not only within, but with our neighbors. But if you look at the way he has handled those crises that we had with our neighbors, there's no human casualty, there's no war. If you come back into the internal issues, which are minute issues that we can resolve diplomatically by providing, when you are living in a house with a child, you have children in your house. When the mother starts giving food to the children, the one that is going to cause trouble, you can know. Because the one that looks at all the plate as you are putting food and going around is telling you that this child will cause trouble. Sometimes our mother have a lot of wisdom the way they used to solve those problems. What do? Even there is nothing in the pot, you just scratch the pot and give the last spoon on his plate. He feels that there's something has been up to him. And this is how we need to resolve our internal issues. Once there's agitation, we do not need to allow people go on the street. We could handle it diplomatically. Learn from the head of state, President Paul Biya. We need to learn a lot from him. We have to be diplomatic. Yes, patience. Don't just neglect everything that comes on and say, no, this is nobody talking.
you never can tell from where this person is coming up with an issue to contest you or to challenge you publicly. If you see, like it is said in English, if you see somebody dancing at the roadside, do not just conclude that it's a madman. Because if you get there, you may even dance more than him. So if you see somebody dancing, don't look at that person, but check the drummers. Where are these drummers coming from? What is he even dancing? Where is the sound coming from? And so these are the little things that have pushed us to where we have all the challenges, which some people now look at it and think that Cameroon can one day be divided. No, Cameroon cannot be divided. But we need a mindset to redrill, really educate, and put an eye on those stubborn children that are in the house that can spark up conflict just because the last spoon of the dish has not entered into their plate. This is where we handle conflict tactfully. In other aspects, if you want to go more professionally, you understand that once there is a conflict, you do not just start solving the conflict without knowing the root cause. And when you know the root cause, you look at the actors. And see, no matter whoever the actor may be, do not minimize the actor. Try to see how you can handle the actors and try to see how you beef up what is the challenge that has caused the conflict to come. We can look at the Anglophone crisis. You realize that the head of state, President Paul Biya, immediately called for the major national dialogue to look at the challenges. What would have pushed my own people to get to this level? It is not only the Anglophone, of course, that had problems. There are other regions that do have the problem. That's why they call it the major national dialogue. We dialogue within ourselves and see how we can solve our problems. You know some of the recommendations that were made, the recommendations of creating the... Maybe you give them to us in the third section. When we come to that, you have sufficient time to talk about those, Jean. Okay, thank you. So I think as a conflict expert, we cannot solve conflict without looking at the root causes. Yes. We have to look at the root causes, and then after that, we look at the actors. And when we know the root causes and know the actors, from there we already have a solution to the conflict. Yeah. De dialogue, de négociation pour résoudre les problèmes qui se posent en matière de sauvegarde de l'intégrité territoriale. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Bon, maintenant, je voudrais que l'on questionne un petit point. Camille a relevé que malgré tout ce que nous avons évoqué et qui rend délétère quelque peu la vie au sein de la nation qui est nôtre, malgré tout cela, le Cameroun reste debout. Et c'est pour cela que nous continuons à célébrer la fête de l'unité. Et j'allais demander, faut-il y croire ou alors c'est une routine, chaque année on célèbre la fête, alors qu'il n'y a peut-être plus de raison de le faire. Professeur Delabada. La fête de l'unité, c'est comme quand vous fêtez votre anniversaire, qui vous rappelle très souvent ce moment et vous dire merci pour le temps passé, merci pour ce que j'aurai après. Bon, le Cameroun va survivre aux hommes, aux générations, mais le Cameroun restera. Donc nous nous souvenons effectivement de ce passé, rappelé ici tout à l'heure, pendant l'occupation étrangère, le protectorat, la dépendance internationale, Angleterre, France, et maintenant l'indépendance obtenue de haute lutte, malgré les débats qu'il y a eu autour, mais c'est l'indépendance du Cameroun. Donc il faut se souvenir. Et c'est pour ça qu'en faisant un lien avec ce qui s'est passé en 1961, lorsque la partie du Cameroun se rattache, choisit de se rattacher à la partie qui était indépendante depuis 1960, il n'y a pas de nouvelle constitution. Il y a 3 lois constitutionnelles. Une qui organise les pouvoirs publics dans le Cameroun, l'ex-Cameroun occidental, et l'autre dans l'ex-Cameroun oriental, mais avec un chapeau pour le pouvoir central. Donc c'est un aménagement de la forme de l'État qui s'est mis en place, évidemment sous la forme fédérale, parce qu'en 1961,
pour couper court. Il fallait effectivement voir comment fonctionner. Ça a duré 11 ans. Mais en fait, la meilleure manière, comme d'ailleurs l'a rappelé Lélé tout à l'heure, quand vous allez au sud-ouest, vous verrez que c'est des abois, beaucoup plus, dont des sawas. Quand vous allez au nord-ouest, vous allez trouver pratiquement des liens très forts avec des Bamouns, avec ceux qui sont à l'ouest en général. Donc, c'est des frères qui sont là-bas. Au-delà même, ceux qui sont partis du côté du Cameroun francophone pour aller du côté du Cameroun anglophone en fonction du fonctionnement des États à ce moment-là. Il y a eu des mouvements des populations qui ont eu. Et puis même après, ceux qui sont allés travailler dans les grandes plantations qui, évidemment, sont restés là-bas. Donc, en fait, notre Cameroun est un et indivisible. Et de ce point de vue, je pense que, comme vous l'avez si bien dit, nous devons fêter ces retrouvailles. Ce que, par ailleurs, vous avez appelé le vivre ensemble. Parce que nous construisons l'unité dans la multitude, dans la diversité. C'est un peu comme on dit souvent, et pluribus unum. On construit l'un dans la multitude. Donc, c'est dire donc qu'on doit, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas tous les pays au monde célèbrent ce moment, comme la Révolution française, effectivement. La France célèbre le 14 juillet. Voilà. Et c'est la grande révolution. On ne peut pas dire qu'avant, il n'y avait pas. Le royaume français a disparu en ce moment-là pour la République. Donc la France fête la République. Nous également, nous fêtons notre indépendance retrouvée. Et on doit continuer à fêter. Et aujourd'hui, partout, même là où il y a, comme vous avez dit tout à l'heure, là, les querelles, ou alors il n'y a pas de revendication idéologique pour dire que nos frères de ce côté ont un projet politique, idéologique, une identité, je ne dirais pas raciale, mais une identité ethnique qui peut permettre de parler de le droit à l'autodétermination. Parce que quand vous êtes à Babadjou, votre frère est à Santa. Quand vous êtes à Boya, votre frère est à Nkonsamba. Donc, c'est des familles qui sont comme cela. Nous devons fêter cela parce que le Cameroun a un vaste chantier d'ailleurs que le président construit, c'est le vivre ensemble. L'unité ne se discute pas. Il faut seulement aménager la forme de l'État qui a été en 2019 au terme du grand dialogue national. Les réponses qui ont été données et qui aujourd'hui... 2019, qui portent les résultats aujourd'hui. On pourrait aller plus loin, mais je crois qu'aujourd'hui, la réponse a été donnée. Donc, pour me résumer, le 20 mai, c'est célébrer la Constitution unitaire qui intervient le 2 juin. Parce que le 20 mai, c'est quoi? C'est le référendum. Pour que les deux entités qui étaient dans une sorte de fédération innommée, non structurée, simplement pour un fonctionnement, qui à l'époque d'ailleurs n'aurait pas duré aussi longtemps. Mais vous savez que le Cameroun faisait face aussi à l'insécurité politique du fait du combat politique des indépendances. Parce qu'en 61 à 72, ou même en 70, il y avait le maquis. Il ne faut pas le nier. Mais ce maquis lui-même d'ailleurs. Voilà. Je vous coupe pas la parole. Ce maquis, il faudrait qu'on reparle de ce maquis. Il faudra même parce qu'aujourd'hui, à partir de ce maquis, il y a des gens qui étaient dans le maquis, mais qui se battaient en disant qu'on se bat pour le pays, mais en réalité, ils se battaient pour eux-mêmes. Parce que le nombre de personnes tuées, aussi bien dans le Mungo que dans le Onkam, on ne peut pas dire que ces personnes étaient tuées parce que ces personnes s'opposaient à la libération du Cameroun. Le Cameroun était déjà bien avancé, le Cameroun était déjà indépendant, mais entre 60 et 70, je vous dis qu'il y a des tas de gens qui ont été tués, dépossédés. Moi, dans ma famille, j'ai mon oncle qui a été tué avec sa femme et ses enfants, tout simplement parce qu'on estimait qu'il ne combat pas pour l'indépendance. Mais nous étions en 1962. Donc, il faudrait un jour, parce que tout ce qu'on lit dans les journaux aujourd'hui, et avec tous ces héros que l'on fabrique, qu'on dit que oui, c'était des grands combattants, de grands combattants de la liberté, il faudrait qu'on revisite un peu cette histoire du maquis. Parce que cette histoire-là, c'est une histoire qui est truffée d'horreur, comme aujourd'hui on les voit.
dans le sud-ouest et le nord-ouest. Donc, en fait, ça a plombé, pour conclure, hein, ça a plombé le développement de notre pays au plan politique et institutionnel. Parce que pendant toute cette période-là, le Cameroun devait faire face à ces mouvements qui, effectivement, dans leur mode d'opération, c'était dans les montagnes, dans les brousses, et ils posaient des actes. Et la même chose, lorsque... on aurait des raccourcis, d'ailleurs, la durée de la fédération. Lorsqu'on arrive donc au référendum du 20 mai 1972, avec la constitution du 8 juin 1972, pour que la République unie du Cameroun, effectivement, c'était un processus qui était pensé par le président de la République à l'époque. Mais aujourd'hui, il est pensé parce que le président, en 1994, estime donc, au fond, pourquoi encore garder tout ça? Nous n'avons qu'une seule étoile. Nous sommes unis. Donc, disant unis, on ne peut pas avoir deux étoiles pour parler de la République unie du Cameroun. Parce qu'on voit la figure un peu de notre drapeau entre 72 et 1994, c'est comme si on était deux. Non. On est une seule entité. Le président modifie la Constitution pour dire que la République du Cameroun. Et je pense que les freins que nous avons connus de 61 à 72, en raison de ce que vous avez évoqué, et les freins que nous connaissons dans un faux débat de 2016, j'espère que ça va se terminer là, dans nos régions nord-ouest, sud-ouest, freinent le développement. Parce que le pari que le président a voulu gagner, c'est l'émergence. Et à chaque fois, l'assise étatique a été compromise en 1972. On a mis tout ce temps-là. Aujourd'hui, l'assise développement politique et économique est relativement compromise par ces conflits qui trouvent d'ailleurs ressort, comme vous le savez, on peut avoir. Jean a dit tout à l'heure qu'il y a peut-être un complot, mais il y a des gens qui tirent les ficelles de cela. Et je crois que le président le sait lui-même, parce qu'il sur ce point-là, il n'a pas de leçon à lui donner. Il sait très bien comment faire des réformes utilisant le droit international pour amener les gens à comprendre que la souveraineté du Cameroun ne se négocie pas, mais elle est là. Comme il a dit, on a sanctuarisé les frontières. Ce que vous allez faire, ça va prendre du temps. Le pari est que le pari sera gagnant. Je vais sortir sur cela. Il y a quelques jours, les Pays basques ont fait l'élection où pratiquement l'opposition a perdu la majorité à l'Assemblée. Eux, ils ont une idéologie. Ils ont raison, non. On peut discuter. Mais lorsqu'on voit nos frères dans la brousse et leur argument, c'est dans des pièges et d'aller tuer les gens, ce n'est pas l'argument de transition. On peut soutenir des mouvements qui veulent... Mais on ne peut pas soutenir quelqu'un qui vous empêche même d'aller passer un week-end à Limbe. Non seulement vous empêche d'aller passer un week-end à Limbe. Aujourd'hui, vous quittez Douala pour aller enterrer votre père dans le village. Vous trouvez des gens qui vous disent que si vous ne payez pas 200 000 francs, vous laissez le cadavre là et repartez. Et les gens sont obligés de payer pour enterrer quelqu'un dans son propre village. Mais non. Félicitons quand même, Jean, que lundi prochain, partout dans notre pays, sur notre territoire, les gens vont célébrer le 20 mai. Partout. Même s'ils sont deux. Ça signifie que nous sommes en communion le 20 mai dans cette sanctuarisation qu'est notre frontière, notre territoire, au plan interne et au plan extraterritorial au niveau des ambassades. Nous allons communier dans ce vivre ensemble qui fait notre richesse. Et c'est un anniversaire qu'on ne peut pas. Même le président, vous savez, constamment, il est présidé par le chef de l'État. Il n'a jamais... Personne d'autre ne peut présider le défilé du 20 mai dans aucun pays au monde. Même si le président, il viendra s'asseoir. Donc nous allons célébrer avec lui le 20 mai lundi. Et c'est ce qui va notre joie, comme j'ai dit à l'entame, c'est la joie des Camerounais de se retrouver le 20 mai. Monsieur le diplomate, les raisons de célébrer le 20 mai, malgré tout. Dans tous les pays, les politiques publiques symboliques ont leur place. Et je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. En réalité, tout le monde sait que c'est le grand jour. Dans tous les pays, aux Nations Unies, le calendrier est connu. À Genève, où nous avons travaillé, tous les pays sont au courant. Il y a un document qui circule pour toutes les missions diplomatiques.
Parce que les autres pays ou les diplomates des autres pays seront invités. Ils doivent mettre ça dans leur agenda. Et dans les codes diplomatiques, en termes de réciprocité, si vous ne venez pas à notre célébration, vous donnez l'autorisation aux pays concernés de ne pas réciproquer. Donc, c'est très important. Deuxièmement, il faut dire, il a évoqué le maquis, il faut dire que même dans le maquis, même dans la folie du maquis, il n'a jamais été question de remettre en cause l'unité nationale. C'est un détail qui vaut la peine d'être mentionné. C'est-à-dire qu'il cherchait plutôt à prendre la place, mais non pas à diviser le Cameroun. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui que les Camerounais vont faire pire que ce qui a été connu dans le passé. Et l'autre aspect de la célébration, c'est une affirmation. C'est un renouvellement d'un engagement, que nous sommes un, que nous avons un projet d'unité. Parce que lorsqu'aujourd'hui, on met en oubli le fait que c'est depuis le 31 décembre 1982 que le chef de l'État a prononcé le mot émergence pour la première fois. On n'a pas l'impression qu'il était avec nous. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il était tellement en avance qu'il croyait tellement aux Camerounais, c'est-à-dire qu'il était porté par la pensée rogérienne qui croit à l'humanisme, à l'humanité, au projet de l'humain. C'est pour ça peut-être qu'il est patient, il croit qu'on va s'améliorer et qu'on arrivera à comprendre ce qui est bon pour nous. C'est tout ce qu'il faut faire. Et la célébration le veut, mais est l'un des cadres, l'un des moments les plus indiqués pour le rappeler et pour dire, si nous sommes un, voilà ce que nous pouvons faire. Comme disent nos frères anglophones ou britanniques, divided, we fall. Merci. Together, we stand. Merci. Paul Biya, grand défenseur de l'intégrité territoriale. Les mots, pour le dire, ont jalonné le corps de ce débat qui était consacré à ce thème essentiel, mais il reste des mots à extirper pour préserver l'intégrité territoriale, pour préserver l'unité nationale, pour préserver l'état de droit et pour que vivent les générations futures. Thank you for coming, ladies and gentlemen. Thank you. Bye-bye.